Ouais, je propose de commencer le grand tour de ce midi où nous accueillons une paire d'internistes de choc, le docteur Hilskovitch et le docteur Wolf, internistes à l'hôpital universitaire de Bruxelles, mais non pas strictement Erasme, un petit peu délocalisés au fond du couloir de jonction avec le New Bordet, où ils sont directement, en plus de leur métier d'interniste généraux, orientés maladies immunomédiées, à la proximité de Bordet, fait en sorte qu'il y a une nécessité d'avoir une expertise dans le domaine des complications immunitaires de toute une série de traitements, en particulier les traitements euh, axés sur les inhibiteurs de points de contrôle. Ça me fait toujours particulier de le dire en français, mais enfin bon, c'est comme ça. Bien. Donc avec Maxime, on va vous parler de la chose qu'on aime beaucoup, c'est de prendre en charge avant, pendant et après les patients sous immunothérapie et leurs complications. Nos conflits d'intérêts, et puis plus important, l'équipe dans laquelle on se trouve, sans laquelle il n'y aurait pas tout ça. Donc c'est l'équipe de médecine interne DHUB, et autour de ça gravitent bon nombre de spécialistes qui sont essentiels dans la prise en charge de toutes ces pathologies parce qu'elles vont toucher vraiment tous les organes. Dans le petit menu qu'on vous a concocté, une brève introduction, puis le bilan avant l'immunothérapie, le bilan lorsqu'on pense qu'il y a une toxicité, et puis on va essayer d'illustrer avec des cas cliniques un petit peu pour passer au travers de la matière. Première question, simplement pour sonder un petit peu ici votre pratique clinique. Qui a déjà des familiarités avec les toxicités des immunothérapies ici? Merci. Deuxième question, quand vous voyez le titre de ce séminaire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez en tête, des questions que vous voulez élucider, des choses à clarifier ou pas? Ben, Non? disons, écoute, à la fin de votre séminaire, on dira ce qu'on aurait voulu avoir en plus, quoi, hein. C'est une Ça façon de marche. répondre à la question. Premier point, au niveau de l'introduction, donc ces immunothérapies et leur toxicité, c'est la base. Ça, on revient simplement rapidement dessus. Comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on met un traitement par immunothérapie? On se souvient que pour activer un lymphocyte, il lui faut deux signaux. Le premier signal, ici, vous le voyez, c'est la mise en commun TCR-CMH. À ce moment-là, le lymphocyte n'est pas activé. Lorsqu'il y a un deuxième signal qui arrive, ici, c'est explicité par le CD28-LB7, il peut s'activer. Il se met en activité et puis au bout d'un moment, la nature est assez bien faite. Comme toujours, il y a un rétrocontrôle. Dans cette illustration, vous avez un rétrocontrôle par le CTLA4 qui initialement est internalisé, va gentiment mettre un petit peu de temps pour venir sur la membrane et par compétitivité, il a un peu plus d'affinité, il va avoir un effet antagoniste et donc il va y avoir une désactivation du lymphocyte. Vous le voyez ici, c'est top. Qu'est-ce qu'on fait quand on met un anticorps monoclonal, par exemple, qui cible le CTLA4? On empêche cette inactivation du lymphocyte et on le maintient actif. Lorsqu'on considère les molécules d'immunothérapie, vous en avez ici quelques-unes, vous en avez probablement passé. Quels sont les avantages d'une immunothérapie par rapport à un traitement plus conventionnel comme les chimiothérapies? Le premier point est le plus important, malgré le fait qu'on ait une clinique à part dédiée aux toxicités des immunothérapies, globalement, la tolérance est meilleure, c'est-à-dire qu'il y a moins d'arrêts de traitement lorsqu'on considère les immunothérapies par rapport aux chimiothérapies classiques. Deuxième chose, c'est qu'il y a une réponse qui est prolongée dans le temps, et ça, c'est très intéressant, notamment par les lymphocytes mémoire qui vont garder une activité. Il y a une réponse polyclonale, ça s'oppose un petit peu au traitement ciblé, BRAF, MEK ou dans le cancer du poumon. Et quatrièmement et dernièrement, pardon, il y a un passage de la barrière hémato-céphalique. C'est un graphique du marketing. En fait, c'est leur prévision à venir en termes de chiffre d'affaires. En gros, l'immunothérapie, il y en a de plus en plus, il y en aura probablement de plus en plus et des très différentes. Et donc, on va avoir des toxicités de plus en plus larges, sachant que les indications pour chaque cancer s'élargissent. Lorsqu'on essaye de se dire, OK,
qu'est-ce qui se passe quand une immunothérapie va créer des dégâts, va causer des dégâts. Il y a beaucoup de choses qui ont été émises comme hypothèse. On ne connaît pas tout. On a quelques idées. Probablement que vous aviez entendu parler de cette hypophyse qui manifeste des antigènes CTLA4 qui sont ciblés par notre auto-anticorps comme l'ipilimumab. Il y en a d'autres qui sont des mises en exergue plutôt cytokiniques. On ne va pas rentrer dans le détail, mais à la base, peut-être la chose qui est importante à retenir, c'est qu'à la base, on pensait beaucoup aux auto-anticorps qu'on a vraiment cherché. Et actuellement, on s'éloigne un peu de ce paradigme très auto-immun et on se rend compte que c'est un peu plus complexe et tout ce qu'on pensait en termes d'auto-anticorps n'est pas forcément valable. Et actuellement, par exemple, on ne demande plus forcément de doser des fans avant de mettre sous immunothérapie. Et la prévalence des toxicités des immunothérapies, donc 70 à 90%, tout grade confondu, tout type de toxicité confondue, ce qui est pas mal, mais ce qui reste quand même inférieur par rapport aux chimio classiques. Lorsqu'on s'arrête un peu plus au type de tox, on voit que des tox sévères, qui sont vraiment celles qui nous intéressent, on voit que c'est 10 à 30%, et c'est toujours un petit peu plus faible que les autres traitements. Il y a toujours les combinaisons, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais donc ça arrive, c'est fréquent, ça fait partie du trajet de soins du patient, mais pas forcément des tox sévères. Il y a un point qui est essentiel, c'est qu'il y aura un travail vraiment internistique en termes de diagnostic. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe après que le patient ait débuté une immunothérapie, est-ce que c'est dû à l'immunothérapie? Donc nous, on a un peu les lunettes de l'immunothérapeute et on va chercher à se dire, OK, c'est ça ou c'est pas ça. Il y a souvent d'autres choses, donc il y a tout un diagnostic différentiel à mettre en place. La temporalité est vraiment importante et on a une fenêtre de 3 mois. C'est un peu la fenêtre dans laquelle on va redouter des toxicités. Puis c'est ce que vous voyez ici par le graphique avec la gravité, donc sur l'axe vertical de la toxicité. Vous avez chaque courbe qui correspond à une tox différente, colite, dermato, endocrino, et vous voyez qu'ils ont un peu tous leur affinité en termes de temporalité, mais qu'en gros, ils peuvent arriver à tout moment, au début, et puis plus on s'éloigne de la dernière dose de l'immunothérapie, plus le risque que ce soit une tox diminue. Et on considère en général, dans l'année qui s'est écoulée après le dernier traitement d'immunothérapie, que c'est concevable de dire que c'est une tox. Au-delà, ça devient un petit peu plus des discussions au cas par cas avec des cas par cas. Vous voyez dans le graphique du bas que donc c'est un PD, un PDL1, ça ressemble un petit peu avec quand même quelques différences en termes d'organes touchés. Puis après, si on ajoute, donc on ne fait pas une monothérapie de l'un ou une monothérapie de l'autre, mais on ajoute les deux traitements ensemble, une combinaison, oups, vous voyez que les toxicités sont un peu plus sévères et un petit peu plus précoces aussi. C'est les points à garder en tête. Donc, je trouve vraiment très intéressante cette dia. Et donc, si je prends les endocrinopathies, elles traversent le temps. Mhm. Et donc, ça veut dire qu'elles peuvent survenir à n'importe quel moment durant le traitement. Est-ce qu'elles peuvent survenir aussi quand le traitement a été terminé? Oui, donc on peut voir l'apparition d'endocrinopathie. La question qui est parfois difficile dans cette question-là, c'est est-ce qu'on ne l'a pas décelé au bon moment, on la décèle plus tard? Une endocrinopathie asymptomatique, ça c'est quand même des choses qu'on voit, on se dit tiens, en fait, donc c'est pas facile de dire à quel moment vraiment elle a commencé. La deuxième chose, c'est quand elle s'installe, elle persiste. Et donc, j'imagine par rapport à ça, à un moment donné, vous allez nous dire c'est quoi le suivi pour justement faire des diagnostics Oui, présymptomatiques, quoi. oui, on vient là-dessus. Vous voyez le même graphique, mais avec des chiffres, et on voit qu'ici, une toxicité qu'on redoute beaucoup, dont on parle beaucoup, c'est la myocardite tout en haut, qui est assez précoce et qu'on va vraiment chercher activement, même en l'absence de symptômes, on va doser de troponine, et puis elle va vraiment arriver volontiers au début. La peau arrive plus vite, et puis après, il y a tout un autre, il y a toutes les autres toxicités qui arrivent. Euh, voilà, c'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de se dire. Donc par rapport à tout ça, voilà, vous savez que on va dire, en tout cas là, un patient sur deux à peu près va faire une tox. À partir de là, on a certaines tox qui sont difficiles à déceler. La myocardite, c'est pas facile à mettre en évidence. Donc on va faire tout un bilan avant l'immunothérapie, un bilan pour avoir un peu ce qui se passe en baseline et pour pouvoir suivre. Donc, avant l'immunothérapie, pre-ICI, ICI c'est l'immunothérapie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on anticipe les tox qui pourraient arriver. On essaye de regarder le travail qu'on fait avec Maxime beaucoup, c'est quand il y a une pathologie immunitaire préexistante, comment est-ce qu'on va faire rentrer le patient
dans le traitement. À l'époque, c'était est-ce qu'on fait rentrer le patient dans le traitement? La plupart du temps, on arrive à trouver le moyen de donner, de délivrer l'immunothérapie sous réserve d'un régime immunosuppresseur un peu adapté. Et puis, quels sont les patients à haut risque de certaines toxicités? Ensuite, on débute le traitement, ICI, et à ce moment-là, il y a une suspicion ou une prise en charge de tox. Et puis, la question ultra importante, quand il y a une toxicité, on a mis en pause le traitement, est-ce qu'on le reprend ou pas? Pour ce qui est d'anticiper des éventuelles toxicités, il y a un bilan de base, il y a un peu un consensus là-dessus, mais ça varie de pays en pays. On était en France avec Maxime, il dosait un peu plus de choses endocriniennes que nous, mais en gros, c'est celui-ci. Une prise de sang de base avec des urines, et puis on ajoute le bilan endocrinien parce que par prévalence, il y a beaucoup de toxicité endocrinienne, ce qui correspond à la thyroïde, cortisol et diabète. L'urine dont on vient de parler. Et puis, la troisième point un peu particulier, c'est le cœur. Les myocardites sont rares, mais elles sont graves. Et on aime avoir un bilan de base précis parce que lorsqu'il y a une altération de ce bilan lors du suivi, on aime savoir d'où vient le patient. Et donc, troponine, CK et un ECG. Vous voyez que les ANA, les FAN, donc, ne sont plus proposés à tout le monde d'office. C'est plus au cas par cas. Deuxième point, c'est que dans cette partie de gens qui aura des toxicités, une partie aura des corticostéroïdes. Et donc, c'est un fameux bilan. On ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais les vaccins, les infections, le bilan métabolique. Pour les infections, je ne m'arrête pas là-dessus. Tuberculose, HBV, parasites et les infections urinaires. Par rapport à un sujet qui est très intéressant, qui nous prend beaucoup de temps avec Maxime aussi, c'est la discussion des patients qui entrent dans l'immunothérapie avec une pathologie. Ici, c'est auto-immune, mais on pourrait dire dysimmunitaire. Quel est le risque que la pathologie exacerbe? C'est pas facile de dire et de se prononcer. C'est au cas par cas, ça dépend du régime immunosuppresseur qui est mis en place. Dans les études, il y a eu beaucoup de variations. Et puis, quand même, du type de dysimmunité. Vous voyez qu'en haut, dans le top, euh, la polymyalgia rheumatica, l'APR, le PSO sont un petit peu plus à risque d'exacerber. Puis, on descend et les risques diminuent. Et la question aussi, donc c'est le risque. Et la deuxième chose, c'est à quel point on veut prendre un risque même faible. Donc quelqu'un qui a une CEP, même 10, 15, 20%, ça reste pas mal. Donc on a beaucoup de discussions là-dessus. Lorsqu'on considère une toxicité, je reprends le cœur ici par exemple, le risque de myocardite, la règle de base, c'est de se dire qu'un patient qui a déjà une pathologie, qui a déjà eu de l'inflammation ou qui a de l'inflammation active dans un organe est plus à risque de faire une toxicité de cet organe. Donc, quelqu'un qui a des comorbidités cardiovasculaires est plus à risque de faire une toxicité cardiaque. Vous voyez ici, pre-existing CVD. Le type de tumeur va influencer le type de toxicité, le sexe également, et puis ensuite le régime. Donc, le régime s'étend en termes d'immunothérapie. Une monothérapie X n'est pas égal au risque d'une monothérapie Y. Une combothérapie est plus à risque. Et puis aussi en termes de médication du patient. Donc, on sait qu'il y a des médicaments qui sont plus à risque de faire des dégâts. Et ça, par rapport aux médicaments, ce qui est assez intéressant sur ce graphique, c'est qu'on sait que certains médicaments peuvent faire des toxicités d'organes. On sait que, par exemple, les IPP peuvent donner des néphrites interstitielles. Et c'est le cas. Et c'est ce que vous voyez ici à gauche. Lorsqu'on le combine à une immunothérapie, la toxicité d'un médicament pour un organe a un effet, l'immunothérapie a un effet synergique avec ça. Donc c'est pas simplement un peu plus, c'est vraiment, vraiment pas anodin. Et donc il n'y a pas encore de guideline en termes de prise en charge, mais notre travail en consultation pré-immunothérapie, c'est de dire, de rechallenger un peu l'indication des traitements. Typiquement les IPP, typiquement euh, les statines. Il y a un petit warning ici sur les vaccins, mais sur un faible nombre de patients. Il n'y a pas de consensus sur la prise en charge, ou est-ce qu'il ne faut pas faire un vaccin à ce moment-là, le retarder un peu, le faire plus tôt, le faire plus tard. Mais voilà, c'est des questions qui méritent encore un petit peu de temps. Voilà. Des questions pour cette partie-là? Ok, mec, on va passer à la suite. Donc ici, pour la prise en charge, le but, c'est pas de vous faire un catalogue des différentes prises en charge des toxicités, parce que ça, finalement, il y a déjà des recommandations internationales, mais peut-être quelques principes généraux, quelques remarques pour pouvoir vous aider justement à vous y retrouver avec ces outils qui existent déjà, et puis on fera un cas clinique. Donc, une des premières choses qu'on a déjà un petit peu dit, c'est que
quand on a un patient sous immunothérapie, et ça on remarque bien aux urgences abordées, c'est que finalement il faut vraiment changer de paradigme. On a un patient qui arrive, il est sous chimio, il vient, il chauffe, c'est assez simple, on pense à la neutropénie fébrile, ça fait des dizaines d'années qu'on connaît ça. Maintenant, on a un patient qui est sous immunothérapie, il faut complètement changer de son paradigme, il faut comment changer de façon de penser. Il faut dire, OK, il a de l'immunothérapie, probablement qu'on va lui faire une prise de sang un peu standardisée, et c'est ça qu'on propose maintenant aux urgences. Mais on sait que les toxicités sont bien plus larges. Donc, s'ils viennent avec des symptômes aspécifiques, de la fatigue, on peut plus s'arrêter et dire, c'est sa chimiothérapie, il est un peu fatigué, c'est normal, ça va aller mieux. Il faut penser à dépister des toxicités un peu plus compliquées, comme l'hypophysite, une adrénalite, et puis même de la température. Maintenant, bah, ça peut être associé à une toxicité pulmonaire, une toxicité hépatique. Et donc, ça, c'est vraiment le premier message. Et en plus de savoir que le patient est sous immunothérapie, il faut connaître le type de molécule parce que en fonction du type de médicaments qu'ils reçoivent, ils ont certaines toxicités qui sont plus fréquentes en fonction de la molécule. Si on regarde à droite, les CT, la 4, c'est principalement l'hypophysite, la peau et le côlon. Et au niveau PDL1, c'est plus large, mais ça, on avait déjà vu un peu les graphes avant. Vous voyez notamment le diabète auto-immun, on n'en retrouve pas avec les CT, la 4, par exemple. Maintenant, ça, c'est les deux plus connus. Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché en remboursé, notamment des anti-LAC3 avec des toxicités endocriniennes qui sont aussi répertoriées de manière assez importante. Et puis, vous allez avoir des combinaisons, des anti-TIGIT avec des anti-PD1, etc. Et donc, pour lesquels on n'a pas encore beaucoup de données différenciées, mais au fur et à mesure, on va avoir de la granularité là-dessus. L'autre chose, et ça c'est assez important, c'est que c'est généralement un diagnostic d'exclusion. Il n'y a jamais quelque chose de pathognomonique qui permet de faire le diagnostic de cette toxicité. Donc ça reste de la réflexion comme pour en médecine interne. On essaie d'avoir cette réflexion comme pour la toxicité hépatique. On va exclure une anomalie sur les voies biliaires, on va faire une échographie, éventuellement une cholangio-MR si on suspecte, si on a une cholestase, s'enquérir de savoir s'il n'y a pas une hépatopathie auto-immune, une maladie métabolique, les sérologies virales, puisque ces patients sont parfois en chimio-immuno, ils peuvent faire des réactivations, etc. D'autres causes, évidemment, d'altération des tests hépatiques comme l'alcool, etc. Donc ça, c'est juste pour un exemple, mais pour bien dire que ça reste une démarche de diagnostic différentiel. Donc, un petit peu comme pour les IST, je fais souvent cette analogie-là. Quand on a une toxicité ou quand on suspecte une toxicité, en général, on cherche les autres toxicités. Et donc, on propose de nouveau, comme je vous disais, cette prise de sang. Ici, c'est la prise de sang baseline, je pense qu'on a reprise, mais on propose une prise de sang aux urgences afin d'être sûr de ne pas passer à côté d'une toxicité. Parfois, on a des patients chez qui on a une troponine qui est passée au bleu, on a d'autres choses qui n'ont pas été dépistées. Et ça permet de rattraper des choses aussi aux urgences quand les patients arrivent. Donc ça, c'est important d'avoir cette réflexion. Ensuite, pour vous aider un petit peu dans la classification, donc en oncologie, les toxicités sont historiquement gradées en fonction du grade CTCAE. Ça permettait notamment pour la neutropénie fébrile d'avoir un score qui reflétait quand même assez bien la sévérité de l'effet secondaire. Et on continue toujours à utiliser ce score CTCAE avec l'arrivée de l'immunothérapie et d'autres types de traitements. Et il se trouve quand même que c'est un score qui a certaines limitations, notamment au niveau hépatique. Si vous voyez ici, entre le grade CTCAE et le grade qu'utilisent les hépatologues qui s'occupent de DILI, donc ça c'est leur score. Vous voyez que dans le score DILI, ici, on s'intéresse assez rapidement à la dysfonction hépatique, ce qui est plus logique au regard de l'hépatologue, de savoir que la sévérité de la toxicité hépatique dépend plutôt de la fonction hépatique plutôt que du chiffre de transaminase, qui est moins inquiétant pour les hépatologues. Donc, vous voyez qu'ici, dans le score DILI, on est plus rapide, on est moins rapidement dans un grade 2, un grade 3, alors que dans le score CTCAE des oncologues, on est déjà un grade 3 si on a des ASAT au-dessus, plus de 5 fois la normale. Donc, on pourrait avoir, et finalement, en consultation, moi, je me retrouve à écrire grade 3 CTCAE sans critère de sévérité. Donc, ça démontre qu'on a quand même besoin d'utiliser ces gradings pour que tout le monde sache de quoi on parle. Ça reste les grades officiels, mais on a besoin d'adapter un petit peu les choses. Et c'est pas seulement pour cette toxicité-là, mais pour pas mal de toxicités, c'est occupé à être refaçonné. Probablement que les nouvelles guidelines tiendront compte de plus de modifications.
Pour la prise en charge, ce qui est important, c'est que toutes les toxicités ne requièrent pas des corticoïdes. Donc, pour les internistes, potentiellement, ça peut avoir du sens, mais en oncologie, c'est vrai que depuis qu'on donne de l'immunothérapie, les premières années, ça a été un petit peu un réflexe viscéral. Il y a une toxicité immunomédiée, c'est humain, on va aller contrecarrer ça, on va donner des corticoïdes et souvent, on va taper fort parce qu'on a peur, on ne connaît pas bien et on veut résoudre la toxicité. Donc, on essaie un peu d'en revenir, et c'est pour ça que je prends le temps ici de vous en parler. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les toxicités endocriniennes, en général, c'est uniquement substitutif. Une fois que la glande est détruite, la thyroïde est détruite, ben, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est comme une thyroïdite auto-immune. La glande est abîmée, on la supplémente. C'est un peu la même chose pour toutes les endocrinopathies. Pour les grades 1, grade 2, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de donner non plus de corticoïdes. Et dans la plupart des cas, on essaiera surtout d'éviter les corticoïdes systémiques. Et je vous expliquerai juste après pourquoi. Et là, on essaie de privilégier des corticoïdes qui sont à visée topique, évidemment pour éviter à la fois les effets secondaires sur l'immunothérapie, mais aussi les effets secondaires systémiques, que ça, on connaît très bien. Donc, que ce soit du budesonide pour une hépatite auto-immune, que ce soit du clipper pour une colite de bas grade ou des dermocorticoïdes, on privilégie ça quand on le peut. Le dernier message par rapport au traitement et les corticoïdes, c'est que je reprends l'exemple de l'hépatite où il y a eu pas mal de travaux dessus. Finalement, vous avez ici 64 patients avec des hépatites immunomédiées de grade 3 ou plus. Et vous voyez que dans 50% des cas, les patients se sont améliorés de manière spontanée. Donc, ça veut dire de nouveau, cette histoire de grade 3 sans critère de sévérité versus un grade 3 éventuellement avec une atteinte de la fonction hépatique, c'est ça qu'il faut un petit peu différencier. Oui. Une évolution spontanée à l'arrêt des immunos ou malgré qu'on soit pris un immuno? Donc, je peux reprendre la question. Effectivement, donc ici dans ce cas-ci, on discontinue quand même l'immunothérapie et c'est une résolution à l'arrêt de l'immunothérapie sans mettre de corticoïdes. Effectivement, l'interruption ou l'arrêt de l'immunothérapie, pardon, c'est quand même en général prudent de faire au moins une pause, d'attendre que la toxicité provienne à un grade moins sévère. Et dans ce cas-là, on peut discuter du re-challenge ou pas en fonction de ça. Mais ici, c'est vrai, effectivement dans le cas d'arrêt d'immunothérapie sans mettre de corticoïdes. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'on essaie de donner le moins en moins de hautes doses de corticoïdes. 0,5 à 1 mg par kilo, ce qui ne suit pas tout à fait les recommandations actuelles. Encore un message, c'est que le pronostic en fonction des toxicités n'est pas le même. Ça commence à être un peu vieux, 2018. Ça a évolué un petit peu, notamment dans la prise en charge de la myocardite. De base, on a quand même un taux de mortalité qui est assez important par rapport aux autres toxicités. Avec les nouvelles approches thérapeutiques, avec la meilleure connaissance des toxicités, le screening, on arrive à réduire cette mortalité. Mais vous voyez quand même que, à contrario, la colite qui est très fréquente est quand même grevée d'une mortalité importante par rapport à la fréquence. Parfois, les patients vont arriver aux soins intensifs et donc c'est quand même important que les soins intensifs soient sensibilisés également à ces nouvelles thérapeutiques pour deux raisons. Parce que parfois, ils arrivent avec une hypophysite assez sévère et donc en crise, on pourrait dire, addisonienne. Et après, c'est souvent des colites, des pneumonites qui vont amener les patients aux soins intensifs ainsi que la myocardite sévère. Et ce qui est important comme message pour les soins intensifs, c'est que ce sont souvent des toxicités qui vont se résoudre rapidement. Donc il faut potentiellement changer un petit peu la vision du patient oncologique sous immunothérapie. C'est pas comme un patient qui va progresser sur une lymphangite ou d'autres choses plus oncologiques. Ici, les toxicités répondent quand même assez souvent bien au traitement qu'on va mettre, et donc il faut leur donner la chance d'aller aux soins intensifs. La dernière chose, c'est que c'est souvent une approche multidisciplinaire pour la prise en charge de ces toxicités. Et donc, on développe donc ce centre de compétences en gestion des immunotoxicités. On fait des consultations on voit les patients. On a la salle d'urgence, une salle d'hospice où on s'occupe de ces patients-là. Et puis, il y a un organe national qui est le BITOX euh, et qui se réunit 2 fois par mois où tous les oncologues peuvent venir soumettre des cas de diagnostic de toxicité, savoir s'il faut rechallenger. Est-ce qu'on peut mettre l'immunothérapie avec un patient qui a une maladie auto-immune? Comment est-ce qu'on gère un lupus ou CELSEPT avant de mettre de l'immunothérapie? Est-ce qu'on doit changer le traitement? Comment est-ce qu'on adapte? Est-ce que c'est possible de rechallenger après une toxicité sévère? Voilà, tout ça sont des questions qu'on discute régulièrement. Les toxicités les plus fréquentes qu'on discute sont des
toxicité compliquée, mais tout le monde est le bienvenu pour même pour poser des questions simples et de tous les centres belges. Ok, maintenant on va vous faire une vignette clinique et potentiellement deux si on arrive à aller jusqu'au bout. Donc c'est un patient de 47 ans, un homme qui avait un psoriasis cutané et un antécédent d'hépatite B, qui est diagnostiqué en janvier 2024 d'un mélanome métastatique, on peut voir sur le PET scan. De base, une lésion au niveau du pied avec un mélanome ici. Et puis, vous voyez tous les spots au niveau ganglionnaire, principalement, qu'il avait comme métastase. Mais il y en avait également au niveau pulmonaire, etc. Au niveau cérébral également, un patient qui n'était pas muté au niveau BRAF, donc au niveau des thérapeutiques, dans le mélanome, pour les patients non BRAF mutés, bah, il n'y a que l'immunothérapie qui fonctionne vraiment. Patient jeune, fit, donc on décide d'y aller avec de la double immunothérapie et donc on donne un anti-PD1 ici, le nivolumab, et un anti-CTLA4, l'ipilimumab. C'est plutôt une haute dose, donc en général ça décape. Et donc on les suit de manière rapprochée au début de la double immunothérapie. Ils ont 4 doses de double immuno et puis ils ont une mono-immunothérapie derrière. Et donc au début on essaie de les suivre de manière rapprochée. Et donc, vous pouvez voir ici qu'après 4 semaines, 2 doses, le patient arrive en consultation. Il a une conjonctivite bilatérale, il a du prurite, il a des lésions érythémato-squameuses compatibles avec une poussée de son psoriasis. C'est assez étendu, donc ce sera un grade 3. Pour les tox cutanés, ça se base sur la surface corporelle, hein, le BSA. Et également une polyarthrite avec des synovites des mains et deux doigts en saucisse, donc qui vont éventuellement faire penser à une poussée de polyarthrite psoriasique. À la prise de sang, on voit des choses intéressantes. Il est inflammatoire, alors qu'il ne l'était pas. Et il monte un peu ses éosinophiles. On voit que dans les données un petit peu de recherche translationnelle, c'est que les patients, quand ils font une toxicité, ils ont tendance quand même avant à avoir enfin en anglais, je dirais un skewing, donc, mais je dirais une orientation préférentielle des voies immunitaires vers le profil TH2. Donc on voit régulièrement une montée des éosinophiles, même s'ils ne sont pas toujours positifs, enfin supérieurs à la normale plutôt. Mais donc ça, c'est toujours intéressant de tenir ça à l'œil, même si c'est pas spécifique. Il y a également une petite cholestase de grade 1 à ce moment-là. Vu la polyarthrite, on fait un bilan immuno à ce moment-là qui est négatif. Le patient va d'abord être mis sous Medrol 32 mg, surtout pour la polyarthrite. Et ça va avoir qu'un effet modéré. Et finalement, il va voir le rhumatologue qui va le mettre sous anti-TNF, une seule dose. Avec ça, il va avoir une amélioration partielle. Et je en profite ici pour remontrer qu'on avait bien fait un bilan pré-immunosuppression avant. Et donc, on avait bien tout revérifié parce qu'évidemment, comme on met du Medrol, on met des anti-TNF, c'est toujours plus confortable d'avoir ce bilan pré-immuno. Et donc, on s'efforce de faire ça avant l'immunothérapie. Une semaine plus tard, le patient avec son amélioration partielle, il arrive avec 10 diarrhées par jour aux urgences, des diarrhées qui sont non sanglantes, il a de la douleur abdominale, donc CTCAE grade 3 avec 10 diarrhées. Les copros sont normales. Finalement, après, ils décident quand même de mettre 2 mg kilo de Medrol, donc c'est quand même c'est pas rien. C'est ce qu'ils recommandent dans les guidelines, à l'heure actuelle encore. Et avec ça, en 5 jours, après 5 jours, il a encore 5 selles par jour. Donc, et finalement, c'est quand même sa rectoscopie qui montre une rectite qui est minime. Et donc ça, c'est le premier message, c'est que la clinique peut être assez dissociée de ce que vous allez trouver à l'endoscopie. Donc, il ne faut pas se fier uniquement à la clinique. Et on essaie d'aller régulièrement quand même à l'endoscopie pour évaluer, pour faire un staging correct, un petit peu comme pour les maladies inflammatoires du tube digestif. Euh, et ça parce que potentiellement, ça oriente le traitement derrière, des corticoïdes ou bien alors une autre biothérapie d'emblée. L'autre chose, c'est on en profite de la rectoscopie pour faire un CMV. C'est important de rester de nouveau avec une vue de diagnostic différentiel assez ouvert. On exclut des pathogènes, des entéropathogènes classiques, mais pensez également au CMV chez ces patients potentiellement immunosupprimés également. Et voilà, l'histologie nous aide également. Là, on voit qu'il y avait une colite chronique avec une faible activité. Donc finalement, on se retrouve avec un patient qui a une colite de grade 3, un rash de grade 3 également, et une polyarthrite de grade 2. On a décidé d'arrêter l'immuno. Et avec ces 2 mg kilo, son anti-TNF, finalement, son psoriasis est blanchi, sa polyarthrite est contrôlée, et il a plus de diarrhée. Donc on est content. L'heure du bilan oncologique arrive, plus ou moins tous les 3 mois, ça dépend les cancers. Il est en réponse complète, donc finalement, réponse complète, plus de toxicité, on est content. Il persiste un peu d'inflammation périarticulaire, bon,
qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas encore trop. Et même à l'IRM, il est en réponse complète. Cependant, le patient, il a reçu des très grosses doses de corticoïdes. Il a reçu 2 mg kilo, il a reçu des anti-TNF en plus. Et ça me permet d'introduire ici une des questions qui reste principale dans la gestion de ces patients sous immunothérapie, c'est quel est finalement l'impact des corticoïdes sur l'efficacité de l'immuno. On avait très très peu de données jusqu'à, je pense, cette année-ci, l'année passée, un papier donc rétrospectif, mais qui est une analyse post-hoc de 6 études prospectives qui se sont intéressées principalement à la double immunothérapie dans plusieurs cancers. Et ils ont récolté comme ça quasiment 800 patients avec des toxicités traités par corticoïdes dans la majorité des cas et dans 10% des cas avec une deuxième ligne. Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en évidence? Ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils ont montré que la dose de corticoïdes maximale, donc le pic de corticoïdes, a l'air quand même d'avoir un impact sur la survie des patients, mais pas sur leur survie sans récidive. Et ça pour une dose qui dépasse les 0,5 mg par kilo de corticoïdes, par rapport à 1 mg ou par rapport à 2 mg par kilo. Donc ça, c'est le premier message, c'est que le pic de corticoïdes probablement est délétère pour l'efficacité de l'immunothérapie. L'autre chose, c'est que la dose cumulée de corticoïdes ici n'avait pas d'impact sur ces patients. Donc probablement effet génomique, effet non génomique des corticoïdes, c'est pas expliqué encore à l'heure actuelle, mais c'est les données les plus intéressantes qu'on a à l'heure actuelle. Donc notre patient, malheureusement, il s'arrête pas là. C'est un beau cas pour vous illustrer l'ensemble de ce que les patients peuvent faire. Après 7 semaines, il développe encore une hépatite de grade 3 au décours de son traitement par corticoïdes. Donc, je rappelle, on fait un bilan complet qui était tout à fait négatif. Et finalement, on va à la biopsie hépatique. Ce qui est important, ce que j'ai peut-être pas dit au début, c'est que comme on est dans un contexte oncologique, une imagerie pour exclure une métastase, ça semble assez évident au départ. Ça, les oncologues, ils y pensent. Mais il faut aussi également penser à une thrombose ou d'autres anomalies à l'imagerie. Ensuite, on fait souvent une biopsie lorsque le grade est sévère ou lorsqu'on trouve que c'est atypique. Typiquement, si on a un patient qui développe ça sous traitement immunosuppresseur, on trouve ça quand même un peu bizarre. Donc là, on a été à la biopsie. En aigu, on a souvent une hépatite qui est nécrosante. Mais ce qui est un peu différent de l'hépatite auto-immune, c'est qu'on a un infiltrat qui est lymphocytaire et pas plasmocytaire, comme on peut typiquement rencontrer dans les hépatites auto-immunes. Ce qui est important, c'est de considérer aussi les pathologies préexistantes. Ici, il n'y avait pas de stéatose qui aurait pu éventuellement flamber. Il n'y avait pas de fibrose portale non plus. Le patient a été remonté un peu, on a remonté un peu sa dose de Medrol et avec ça, ça a été mieux. Et peut-être encore un des messages ici, c'est que vous allez retrouver dans les guidelines que on ne peut pas donner d'anti-TNF aux patients avec une toxicité hépatique de peur d'une réaction idiosyncratique des anti-TNF au niveau hépatique. Donc, une espèce de DILI qui peut expliquer. Et heureusement, on a maintenant des nouvelles données qui sont plutôt rassurantes chez ces patients qui ont des toxicités hépatiques réfractaires aux corticoïdes. Ça reste des données rétrospectives, ça reste des petites séries, mais voilà, donc les choses continuent à évoluer, et donc potentiellement que c'est peut-être pas si délétère dans cette indication-là. Pour notre patient, si on revient un petit peu dessus, après le Medrol, malheureusement, il va récidiver son psoriasis, il va récidiver sa polyarthrite, il va être remis sous Medrol à petite dose et sous Dovobet pour son psoriasis. Et finalement, il va quand même avoir une progression assez systémique et cérébrale. Et pour ce patient, il restait BRAF non muté. Et donc, après plusieurs toxicités, après avoir récidivé, après avoir reçu des hautes doses de Medrol, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le plan oncologique, est-ce qu'on peut le rechallenger sans trop de soucis? Et comment est-ce qu'on peut éventuellement gérer ces toxicités qui sont de nouveau présentes? Donc, au niveau oncologique, on a décidé quand même de rechallenger le patient, mais pas avec une double immunothérapie, plutôt avec une mono-immunothérapie qui est moins toxique. Et pour le psoriasis, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas laisser une trop grosse dose de Medrol, parce qu'on estime plus ou moins, avec des données de très mauvaise qualité, qu'au-dessus de 8 mg de Medrol, on altère quand même la réponse à l'immunothérapie. Donc, ce qu'on a fait pour le psoriasis, et c'est ça un peu qu'on essaie de faire de plus en plus avec ces patients, c'est de trouver une voie
de signalisation, un anticytokine qui est assez ciblé, qui fonctionne bien sur la maladie auto-immune. Donc ici notamment le psoriasis qu'on a mis un anti-IL-23. Et on essaie de choisir des thérapies qui sont réputées comme n'altérant pas la réponse à l'immunothérapie. Et donc là, il y a quand même quelques données précliniques et quelques case reports cliniques enfin, sur des patients avec des anti-L23 qui montrent que c'est assez sécurisé. Un autre, c'est les anti-IL6. Donc ça nous arrive de mettre des polyarthrites sous anti-IL6 pour poursuivre l'immunothérapie. Ça nous arrive de mettre maintenant des anti-IL23 pour le psoriasis également. Finalement, le patient, c'est Louis qui le suit et au final, le patient, il est en très bonne réponse avec sa deuxième immunothérapie et à l'heure actuelle, il est toujours sous anti-IL-23, 2 mg de Medrol et il se porte comme un charme. Très bien. Donc voilà, ça c'est un long cas. Ça vous montre que parfois le trajet de soins de ces patients est compliqué, parfois à plusieurs rebondissements et que de temps en temps, on a quand même des fins heureuses où on arrive à contrôler les patients avec des stratégies innovantes. Si on- Soit on fait des questions pendant 15 minutes pour finir à 13h30, soit on fait encore un cas clinique, comme vous voulez. Ok. Alors, le deuxième cas clinique, je vais essayer de le faire un peu plus vite pour qu'on ait le temps. C'est une patiente de 70 ans qui a une dégradation de l'état général et qui va se présenter dans un contexte d'un adénocarcinome du bas rectum traité par nivolumab depuis quelques semaines. Elle a un diabète, une hypertension. Elle va présenter une asthénie, de l'orthopnée, une dysphagie, une perte de poids, également une dysphonie et une faiblesse musculaire. Dans son mode de vie, il n'y a pas grand-chose à dire. Et dans ses traitements, il y a du pantoprazole. Donc ça, évidemment, on n'aime pas trop. Nous, on traque ça comme vous avez compris. Donc ici, effectivement, avec cette faiblesse musculaire et tout ce tableau, on va assez rapidement penser à quelque chose au niveau musculaire. Quand on l'examine, la patiente, elle est effectivement orthopnéique, elle a une raucité de voix, elle a une hypoventilation bibasale et elle a une ptose palpébrale bilatérale et qui ne varie pas dans le temps, et un déficit proximal à 4 sur 5. À la prise de sang, on voit des LDH qui sont élevés et on voit un peu une cytolyse modérée. À la radio de thorax, il n'y a pas grand-chose, peut-être des légers épanchements, ici catégorisé comme normal. Et à l'électrocardiogramme, elle était tachycarde, donc elle a une tachycardie sinusale, rien de particulier, mais il est un peu microvolté. Moi, je trouvais pas trop, mais ok. Finalement, on a tout ce tableau-là. Nous, on va assez rapidement penser à une toxicité musculaire de l'immunothérapie. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des symptômes qui vont faire passer pour une myasthénie. D'accord? Sauf que il y a très très peu de cas décrits de myasthénie vraie, on va dire, avec un décrément à l'EMG, avec un ptosis qui est variable, avec une réponse au test au glaçon. Euh, donc, c'est plutôt une myosite qui va atteindre des muscles qui sont fréquemment touchés dans la myasthénie, une atteinte bulbaire notamment. Ça, c'est un des messages. Finalement, la première prise de sang, ils n'avaient pas fait le screening qu'on propose à l'heure actuelle. Nous, quand on a vu ce tableau-là, plus la cytolyse, évidemment, on a pensé à doser ces enzymes cardiaques. Faut pas oublier que donc c'est une des causes de cytolyse, hein. Il y a un entraînement par les CK et les troponines des enzymes hépatiques également présentes dans le muscle. On a complété avec le reste, hein, notamment l'hypothyroïdie, ça peut donner des myopathies. Donc, on fait toujours ce bilan complet qui était normal ici. On la transfère en salle monitorisée. On a une unité pour ça, au lieu de la mettre à l'usine. Seulement, elle va rapidement se dégrader, donc on va la mettre quand même aux soins intensifs. Elle va faire de la tachycardie ventriculaire non soutenue. Donc, c'est quand même un critère de sévérité. L'échographie sera normale. Et on va faire une coronarographie. Donc, c'est important pour ce qu'on pense ici, éventuellement, c'est à une myocardite quand on a une élévation des troponines. Donc, assez rapidement, on s'est rendu compte que les examens complémentaires sont très peu sensibles, très peu spécifiques pour le diagnostic. Donc, il faut les utiliser vraiment pour exclure un diagnostic alternatif, notamment chez les patients à risque, comme on a dit, de faire de problèmes cardiovasculaires. C'est un cancer du poumon tabagique. C'est quand même plus fréquent qu'il fasse un événement cardiovasculaire coronarien plutôt qu'une myocardite, mais donc ça nécessite quand même qu'on fasse tous ces examens complémentaires, notamment ici une coronarographie, et on en profite souvent d'avoir
fait la coronarographie, on demande aux angiographies de directement faire une biopsie cardiaque si la coro est normale et qu'on a une suspicion élevée. Donc ça, et vous avez les mêmes coronarographistes probablement que nous à certaines heures de la journée ou du week-end, donc vous pouvez leur demander, ils sont drillés. Voilà, c'est ce que je disais, faible sensibilité des examens complémentaires et surtout utile pour exclure un diagnostic alternatif. Finalement, elle va quand même se dégrader sur le plan respiratoire de manière assez importante. À la gazométrie, elle va devenir hypercapnique avec de l'hypoxémie. Et donc, on va penser potentiellement à de la décompensation cardiaque, on va potentiellement penser à une paralysie diaphragmatique. Ça, c'est un petit peu plus complexe, mais il faut y penser parce que ça reste une atteinte musculaire. Et donc, si on a une atteinte musculaire diffuse, on peut observer une paralysie diaphragmatique. Et donc, typiquement, l'hypercapnie fait partie des choses qu'on fait nous de manière systématique pour déceler chez les patients sévères cette paralysie. Au niveau du bilan, bah, on cherche une embolie pulmonaire, on cherche une décompensation cardiaque. Heureusement, elle n'avait pas ça. On fait quand même un scanner, il y avait juste de la téléctasie. On fait une radiothorax couché et debout pour dépister un petit peu cette paralysie diaphragmatique. Et c'était quand même assez en faveur de cette paralysie diaphragmatique. Le gold standard, je vous le dis d'emblée, c'est à l'USI. On met une sonde au niveau œsophagienne et on peut mesurer un gradient de pression au niveau là où le diaphragme agit. Et donc ça c'est plutôt quelque chose qu'on fait aux soins intensifs chez les patients les plus sévères. Donc finalement, on a une patiente qui a des symptômes myasthénie-like avec des anticorps qui sont négatifs. Donc ça maintenant on commence à avoir l'habitude, c'est plutôt rare. S'ils sont positifs, il faut essayer de retrouver des anticorps pré-immunothérapie. Potentiellement, ils étaient déjà positifs et c'est potentiellement une maladie auto-immune qui se révèle. On a un tableau de myosite. Elle a une biopsie musculaire, cette patiente, qui montrait quand même de la nécrose. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces myopathies sont plutôt s'apparentent à des myopathies nécrosantes, comme les myopathies nécrosantes idiopathiques. Et ça, je vais passer. Les anticorps pour les myosites étaient bien négatifs, ça c'est assez fréquent également. Et on avait un tableau potentiellement de myocardite ici, quand même presque 1000 de tropo, donc c'est quand même assez élevé. La patiente va avoir une IRM cardiaque qui va être normale. On sait que le timing est très important pour l'IRM cardiaque dans la myocardite. Il faut essayer de ne pas la faire trop précocement. Mais si on la fait trop tardivement, on n'aura plus les critères d'œdème, on aura juste les critères potentiellement de fibrose myocardique. Et cette patiente aura eu quand même une biopsie myocardique qui aura révélé une myocardite à prédominance de lymphocytes T. Donc on peut observer deux choses, c'est des macrophages et des lymphocytes T dans la biopsie myocardique. Donc finalement, la patiente avait un syndrome triple M, comme nous on les appelle dans la littérature. Peut-être que ça devrait changer, puisque la myasthénie n'en est pas vraiment une. Donc peut-être que ça va changer dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc la myotoxicité, c'est une toxicité qui est relativement rare, plus ou moins 1% des patients. Mortalité initialement assez élevée, principalement au premier mois après l'immunothérapie. Ça reste quand même une urgence hein, de dépister une atteinte sévère. Il y a quelques facteurs de risque, la double immuno, le fait d'avoir un thymome, ça c'est des choses qui augmentent un petit peu les risques de faire ça. Si vous avez une atteinte triple M, le pronostic est quand même plus engagé, hein. Donc ça c'est vraiment important de les dépister. Comment est-ce qu'on dépiste? La société de cardio européenne a pas mal avancé, donc c'est assez chouette de voir que ça avance quand même dans certains domaines. Vous avez un screening qui est différentiel en fonction du risque cardiovasculaire. Principalement, donc il faut retenir, hein, on fait un ECG en baseline, on fait des troponines en baseline, et puis soit on fait des troponines assez fréquemment pour les patients qui ont une double immuno, ou bien parfois une cure sur deux, ça dépend un petit peu des patients. La mise au point, vous avez vu qu'elle est assez extensive, c'est important pour pouvoir exclure les diagnostics différentiels et confirmer le diagnostic. Il y a pas mal de diagnostics différentiels comme pour les autres toxicités. La prise en charge, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est des corticoïdes a priori pour tous les patients, ça change pas. Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en évidence dans cette belle étude? C'est qu'il faut taper rapidement, il faut taper fort. Donc, par rapport à ce que j'ai dit auparavant, les corticoïdes, quand on donne des hautes doses, c'est pas bon. Par contre, s'ils meurent de la myocardite, c'est pas bon non plus. Donc, il faut réfléchir à quand donner des hautes doses de corticoïdes. La myocardite sévère, ça reste une indication de corticoïdes à haute dose. Vous voyez ici, en fonction de la dose et du timing et les courbes combinées.
Qu'est-ce qu'on a comme information pour la myocardite? C'est que il y a potentiellement moyen de faire un peu mieux que juste les corticoïdes. Il y a une étude donc, qui avait été faite à Paris, qui était un centre tertiaire, voire quaternaire, où c'était un USI cardio à Paris, où ils récupéraient tous les cas les plus compliqués, les plus sévères, avec une atteinte diaphragmatique. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que ceux chez qui il y avait une atteinte respiratoire plus une myocardite, qui étaient les plus sévères, ils ont montré qu'en donnant une combinaison de corticoïdes avec d'un JAK inhibiteur et également un abatacept, l'abatacept c'est un agoniste CTLA4, donc voilà, vous voyez qu'on donne nous des inhibiteurs CTLA4 en oncologie, là c'est un agoniste, donc c'est un rationnel derrière pour faire ça. Qu'est-ce que cette étude démontre d'intéressant? C'est que dans les cas ancillaires de 2018 à 2020, avec plein de thérapeutiques différentes, de la plasmaphéreuse, etc., ils avaient quand même encore 60% de mortalité due à la myocardite et qu'ici, ils se retrouvent entre 2020 et 2021 sur 20, sur 30 patients, 3% de mortalité. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas la batacept qui est remboursée pour cette indication-là. Les JAK inhibiteurs ne sont pas remboursés non plus en Belgique pour cette indication. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait en pratique à Bordeaux? C'est qu'on a des contacts avec la firme qui vend le ruxolitinib et donc on a des échantillons qu'on donne aux patients dès un grade 2 de myocardite et on réserve la batacept pour les cas les plus sévères, notamment quand il y a une atteinte diaphragmatique qui sont aux soins intensifs, qu'on a déjà donné du ruxolitinib et des corticoïdes. Et on a comme ça des exemples de un ou deux patients qui ont pu être sevrés du respirateur avec cette trithérapie également chez nous. Pour avancer, cette patiente, elle a reçu prénisone et ruxolitinib. Elle n'a pas eu l'abatacept. Ça s'est amélioré avant qu'on doive le mettre. Elle a eu une bonne évolution. Comme vous pouvez voir ici, les CK qui ont bien droppé et la troponine T qui est bien améliorée. Mais un des derniers messages, peut-être, c'est cette image en dents de scie des troponines T. Il ne faut pas trop vite s'exciter sur la troponine T. On sait que le suivi est plus variable. Ça peut remonter, on n'explique pas encore très bien pourquoi. Peut-être un petit tips, c'est que si vous avez un doute sur une récidive à distance lorsque vous diminuez le traitement, c'est de potentiellement doser une troponine I. Je ne sais pas si vous avez accès facilement ici. Nous, en tout cas, on peut la demander, ça met 48 heures à être répondu. Mais donc, dans des situations non urgentes, ça vaut la peine parce que si la troponine I est négative, la troponine T est encore élevée, probablement, c'est pas encore, il n'y a pas d'études encore très comparatives, mais probablement qu'il n'y a plus vraiment d'inflammation, mais qu'il y a encore cette troponine qui persiste dans le sang. Pour conclure, la première slide, c'est celle-ci par rapport au rechallenge. C'est des collègues de France qui ont essayé de résumer l'ensemble de la question est-ce qu'on rechallenge ou rechallenge pas sur un tableau en reprenant les éléments. En gros, on se pose la question de la toxicité et on se pose la question du cancer. Donc, une toxicité qui était de haut grade ou qui était de grade 3, mais sensible, c'est-à-dire myocardite, ici vous avez encéphalite ou neuromusculaire ou pulmonaire, on n'a pas trop envie de rechallenger en général. Premier point. Deuxième point, on peut aussi considérer à quel point la toxicité a été facilement jugulée par le traitement. C'est la chose dont on va tenir compte. Et du point de vue du cancer, on va regarder est-ce qu'il existe des alternatives. C'est toujours notre question avec Maxime. Chaque fois, on est là, mais est-ce que vous avez d'autres choses? Et les oncologues nous disent oui ou non. Et à quel point le cancer a bénéficié d'une réponse au traitement. Donc, un cancer qui est en réponse complète, on se dit, on va peut-être attendre un petit peu, pas remettre d'immunothérapie. À l'inverse, lorsque c'est pas le cas, on sera peut-être tenté, s'il n'y a pas d'autre alternative, de continuer à appuyer sur le traitement. Et si vous suivez cet algorithme un petit peu, vous arrivez qu'il y a dans le cas où il y a pas de rechallenge très clair, rechallenge tout à fait proposé, et entre deux, on essaye d'en discuter, il n'y a pas de réponse blanche ou noire, et voilà. Deuxième point, par rapport à l'ensemble de ce qu'on vient de dire, vous avez à gauche le futur un petit peu. Donc actuellement, on regarde les patients cliniquement. Au niveau de la biologie, on fait des cortisols, des TSH, ça reste assez grossier comme suivi, et on souhaiterait pour avoir des biomarqueurs un petit peu plus fins. On teste un petit peu des interleukines. Il y a une étude prospective en cours à Bordeaux où on suit les patients sous immunothérapie, on fait des prises de sang sériées, on essaye de mettre en évidence des choses. On parlait un petit peu des éosinophiles, mais c'est à peu près les seules choses sur lesquelles on peut se reposer. On espère revenir dans 5 ans, dans 10 ans et avoir un topo un peu plus précis avec des choses un peu plus fines au niveau de l'inflammation.
Et la deuxième chose, c'est how to uncouple efficacy and toxicity. Ça, c'est notre Graal, c'est-à-dire permettre une réponse antitumorale tout en jugulant la toxicité. Tu as parlé avec le psoriasis d'essayer de cibler une voie un peu plus restreinte, IL-17, IL-23, pour laisser la place au cancer. Il y a d'autres choses, il y a les traitements topiques. Il y a par exemple dans les thrombopénies, on va sortir une série de cas, on a très peu immunosupprimé les gens, mais on a mis des agonistes de la thrombopoïétine pour résoudre la thrombopénie, pour vraiment laisser toute la place à l'activité antitumorale. Et probablement que ça va encore évoluer. Et de nouveau, dans 5-10 ans, j'espère qu'on aura d'autres outils ici. Dernière chose, merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est toujours les bienvenus maintenant ou par email. Et là, vous avez une photo avec aussi les spécialistes qui sont là, des différents organes, qui nous aident énormément au quotidien. On a vraiment besoin d'eux, on est toute une équipe. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve que ça ouvre quand même un champ important à la place de la médecine interne avec, par rapport aux éléments je dirais, pré-thérapeutiques, c'est un peu une extension de l'immunostart. L'immunostart dans les maladies auto-immunes, c'est plutôt veiller à toutes les problématiques infectieuses qui vont survenir. Et l'immunostart dans le traitement du cancer, c'est la survenue de maladies immunitaires. Je trouve que conceptuellement, c'est assez intéressant. Questions, commentaires? Jean. C'est un peu commenté. Justement, étant donné la fréquence et la gravité des atteintes myocardiques, est-ce qu'il ne serait pas indiqué dans le screening préalable d'être un petit peu plus agressif et de faire d'office, par exemple, une coronaro chez les personnes qui ont un âge, qui sont tabagiques et qui ont d'autres facteurs de risque? Alors, donc le screening actuel, il est quand même assez présent. Donc, il y a vraiment l'étroponine, éventuellement sériée. On rajoute même le SR, rajouter l'ETT parfois d'emblée. Donc là, ce serait rajouter une coronarographie par rapport au facteur de risque cardiovasculaire. Donc là, parce que là, on ne travaille pas sur le pan myocardite, on travaillerait uniquement sur le pan à quel point il a un risque de boucher ses coronaires. Oui. Ce qui n'est pour l'instant qu'un facteur de risque léger et ce qui n'est pas complètement prédicteur du risque qui est une myocardite. Donc ça, c'est le premier point, c'est que je ne suis pas sûr qu'en rajoutant le coro, on puisse vraiment mieux stratifier les gens en disant, tiens, la sténose, elle est à X%. Et la deuxième chose, c'est que ces examens, comme on le disait avant, la sensibilité est assez mauvaise par rapport à tout ce qui est disponible en examen complémentaire pour pouvoir, quand il y a une myocardite qui est déjà là, on a du mal à dire c'est dû à la myocardite ou pas. Donc en amont, ce serait encore plus difficile. Mais surtout, je pense que en baseline, quand on fait le screening, parfois on va tomber sur 30 de tropo avec un patient finalement qui a des douleurs thoraciques et qu'on va peut-être bilanter avant l'immunothérapie ou en fonction de l'urgence de mettre l'immunothérapie pendant. Mais ça permet de récupérer quand même pas mal de choses, une cholestase, un truc, machin, et de faire le bilan correctement avant. C'est quoi la tropo? La I ou la T? Donc ici, nous, on utilise la T, et c'est vrai que la tropo-I, on peut la demander, et c'est intéressant dans le suivi, À la limite, c'est intéressant potentiellement. d'avoir les deux, puisqu'il peut y avoir Tout à fait. des complications de myosite non cardiaque et la troponine T pourrait être un élément débutant en termes de sensibilité. Tout à fait. Et donc, il y a un beau papier qui montrait que la troponine I est de base plus spécifique du cœur, mais que on voit que une série de cas, ils avaient la tropoté plus sensible quand même pour le diagnostic. En tout cas, le vrai problème, c'est dans le suivi. Si parfois on a des patients dans plus de ces cas, ils ont une tropoté qui fluctue et quand on dose la tropo I, elle est tout à fait normale. Donc, je pense ils avaient montré aussi dans ce papier-là que la tropoté met beaucoup plus de temps à se résoudre que la tropoïe. Donc, c'est peut-être Et des CK dans les atteintes musculaires. ouais. Oui. Mais donc, c'est peut-être plus malin pour le suivi d'utiliser la troponine Oui. I. Mais à l'heure actuelle, en refaisant la littérature, on n'a pas trouvé d'études de suivi qui utilisent la T et la I en même temps. Il y a des CK et la I ou des choses comme ça, mais donc ça, on réfléchit À faire les deux. pour faire les deux, ouais. Oui. Et avec la difficulté d'enchassement des diagnostics, où notre dernière myocardite récente vient avec un tableau de myosite, avec des CK augmentés. Puis finalement, on avance dans le diagnostic. C'est les tropes qui vont monter, monter, monter.
il est asymptomatique du point de vue cardiaque et à la biopsie, on retrouve une myocardite. Et du coup, il a été traité comme une myocardite. Donc, c'est parfois, on a une habitude de faire un peu l'un ou l'autre. Et là, on a vraiment un enchâssement des diagnostics qui rend le truc vraiment difficile. En rhumato, on emploie de plus en plus de biologiques, évidemment. Si j'ai bien compris, les anti-IL-6, ça pose pas de problème. Les anti-TNF, pas trop non plus. Le CTLA4 agoniste, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais quand on prend toute la gamme des biologiques, quels sont ceux qui sont les plus safe et quels sont ceux qu'il faut éviter? La réponse, je donnerai une réponse très simple, très rapide. On ne sait pas trop. Ça, c'est quand même la plus honnête, je pense, de notre part, malgré les heures qu'on passe avec Maxime à lire tous les trucs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, enfin la majorité des études presque, sont uniquement rétrospectives sur de petites données. Et donc actuellement, on ne sait pas trop. On a l'impression que plus on est sélectif sur la voie de l'inflammation, c'est très théorique. Plus on a envie de le mettre, mais il n'y a pas de consensus. Et quand on est au Bitox, typiquement, on voit que l'avis de Maxime n'est pas toujours le mien, qui n'est pas du tout toujours celui des collègues flamands. Et donc, ça reste assez culturel. Et donc, je pense qu'on a besoin de temps pour pouvoir certifier. Mais on dirait que donc on a une utilisation au niveau du psoriasis, la voie anti-L17, où on privilégie les anti-L23. On a l'impression que c'est moins en amont, plus en aval, et qu'il y aurait moins de warning pour un effet pro-oncogène. Et la deuxième chose, c'est que le tocilizumab nous semble assez OK, mais c'est des données de mauvaise qualité. Alors, de nouveau, c'est certains rhumatos spécialistes qui aiment bien cette question-là disent on peut y aller. Nous, on a l'impression que c'est assez vaste, le métaux. On aurait tendance à essayer de l'enlever. Je sais pas ce que tu penses. Mais donc, comme il a dit, il y a pas beaucoup de recommandations. Il y a eu un papier d'opinion d'experts en 2020 où finalement il propose une vision et une stratégie. Donc c'est éviter tous les CS-DMARD, donc tous les immunosuppresseurs avec une action non spécifique assez large et d'essayer de plutôt favoriser une action ciblée, par exemple CD20. Bon, même si on pense que, ils sont quand même, que les lymphocytes B sont quand même utiles pour la réponse oncologique, mais de privilégier en tout cas des stratégies ciblées pour justement éviter d'avoir une éradication complète de la réponse immune. Comme on peut voir notamment avec les très hautes doses de corticoïdes, avec les données les plus récentes ici. Mais ça reste des avis d'experts. Et puis après, il y a quelques papiers maintenant qui sont sortis, mais soit c'est sur des souris, soit c'est sur des patients in vitro avec, ils mettent des anti-IL6 sur du sérum ou des choses comme ça et ils observent, mais cliniquement, on n'a pas encore des grosses séries avec des patients. Il y a quelques papiers quand même avec des petites séries de cas avec des anti-IL6 qui sont intéressantes. Mais donc, moi, je dirais, enfin, ce que tu as dit pour le reste. Et juste une dernière chose, c'est que la biodisponibilité est importante, donc la durée du traitement. Donc un Ritux qui est assez ciblé, qui va durer très longtemps, on aura du mal à le manipuler. Là où le médecin. On emploie l'ombrelle plutôt D'accord. que... C'est pour ça qu'on a pris l'étanercept plutôt que Alors, l'infliximab. je me demande si c'était vraiment cette réflexion-là à ce moment-là, mais on n'en avait pas discuté avec le rhumatologue à ce moment-là. Mais du coup, le Medrol garde quand même, je pense, une place du côté très manipulable. Pensez aux masses osseuses chez les gens qui prennent... Vas-y. Pensez à la masse osseuse des gens qui prennent des corticoïdes. Brigitte. Oui, enfin, je voulais revenir parce que vous avez dit un organe endocrinien qui ne marche plus, il ne reviendra pas. Je ne suis pas d'accord. Je suis endocrinologue, j'en vois quand même beaucoup. Il y a des thyroïdites inflammatoires qui peuvent récupérer ou on peut arrêter la L-thyroxine. C'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement, qu'on a toujours, qu'on continue avec le traitement. L'hypophyse, la même chose, sauf l'axe corticotrope, c'est le seul qui ne va jamais récupérer. Mais les autres peuvent récupérer. Vous avez tout à fait raison. Je vais modérer ce que j'ai dit et vous avez raison parce que quand on a été là encore récemment en France, l'insuffisance thyréotrope, donc la thyroïde, l'insuffisance thyroïdienne centrale, ils avaient des chiffres de récupération de l'axe de 60 à 80%. Voilà, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, ce qu'on veut surtout éviter, c'est il y a une thyroïdite, on met des corticoïdes. Il y a un diabète, on met des corticoïdes. Il y a, voilà, c'est vraiment ce réflexe-là qu'on veut éviter. Mais c'est vrai que vous avez raison qu'il y a des hypothyroïdies frustres et il y en a qui récupèrent partiellement.
Et dans l'atteinte thyroïdienne, est-ce on voit des tableaux, un peu comme dans des thyroïdites aiguës, à savoir un tableau où tu as un relargage avec une phase hyperthyroïdie. Donc, c'est finalement Complètement. un Tout modèle à fait. unitaire des Ouais. thyroïdites. Il y a vraiment une phase, il y a vraiment une phase d'hyperthyroïdie et puis d'hypothyroïdie dans la plupart des cas. Et donc les recommandations à l'heure actuelle, c'est si les patients sont en hyperthyroïdie, de les suivre à quelques semaines. Et puis effectivement, s'ils restent en hyperthyroïdie, on fait un bilan pour éventuellement une hyperthyroïdie qu'on n'aurait pas vue, un best-of. Et s'ils passent en hypothyroïdie, bah alors on suit l'évolution classique d'une thyroïdite. Et voilà. OK. Ah, J'avais une question par rapport au rajout de la batacept chez des gens qui ont développé une myocardite sévère. Est-ce que ça a du sens à donner ça à des gens qui n'ont pas reçu les anti-CTLA-4 au départ? C'est une très très bonne remarque, évidemment, et c'est une des grosses critiques sur ce papier qui est monocentrique. Et donc probablement que dans les années qui vont venir, on va avoir des nouvelles données sur un modèle murin de myocardite induite par l'immunothérapie sans la batacept, et il faudra voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme données. Mais ce qui est intéressant, plus de manière générale sur les, les CTLA-4, c'est que ça joue pas mal sur le compartiment des lymphocytes T régulateurs. Donc, c'est pas uniquement, faut pas uniquement voir ça comme il a reçu un CTLA-4. On peut le contrecarrer. Ça a vraiment une action sur les lymphocytes également. Et, et lorsqu'on appuie sur un corécepteur inhibiteur, lorsqu'on inhibe, il y a des fois des upregulations avec les autres. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas tapé sur un que l'autre ne va pas être modifié. Donc, les modifications sont plus complexes que simplement. Voilà, ça peut avoir des influences aussi de l'autre côté. Donc, c'est pas. c'est un point particulier par rapport aux patients qui ont une maladie auto-immune traitée au départ. Euh, Vous envisagez de modifier éventuellement en fonction du traitement de base, le traitement de la maladie immunitaire avant d'engager le traitement ciblé du cancer. Et quoi, par exemple, on a fait la remarque pour le métaux, ça voudrait dire quoi? On a plutôt envie d'enlever le métaux. Euh, On dit d'ailleurs, c'est peut-être pas bon pour le cancer non plus, d'ailleurs, de laisser du métaux. J'ai quand même eu des discussions comme ça, indépendamment de l'immunothérapie, une personne qui a un cancer du sein, voilà, de faire machine arrière par le métaux et de mettre quelque chose qui serait plus ciblé ou c'est un petit peu ça la stratégie. Le premier point, c'est que c'est une discussion avec le spécialiste et que chaque spécialiste a des affinités un peu différentes et c'est des avis d'experts, donc tous discutent. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance un peu à diminuer, mais on va quand même regarder. Donc, le patient qui a une PR sous triple thérapie, on a aujourd'hui plus envie de le faire rentrer sous immunothérapie avec rien du tout. On va essayer de garder quelque chose et ce quelque chose pourrait être, et ça, c'est souvent notre proposition, un biologique ciblé ou avec plus ou moins un peu de Medrol. Ça, c'est quelque chose qu'on Ouais, peut c'est un petit peu de cortisone, on ne peut pas faire de tort. pour la PR. Donc, par exemple, PR, corticométaux, anti-TNF. Des fois, il y a trois. On en a eu deux comme ça cette année qui rentrent. Mais en tout cas, et c'est des gens. Donc, la stratification du risque de la pathologie là-dessous est importante. Donc, il y a le traitement, il y a le risque de relapse. Donc, le patient qui a une maladie qui est très difficilement contrôlable, avec des atteintes d'organes de l'œil ou comme ça change un peu la donne. On a moins envie de s'exposer à une récidive. Là où un psoriasis, on acceptera peut-être un petit peu plus qu'il y a une récidive avec un traitement immunosuppresseur plus léger. On a certains de nos spécialistes qui disent on va pas mourir d'une polyarthrite. Oui, en tout cas, pas tout de suite. Peut-être le point là, parce que je trouvais qu'en parlant des eosinaux, vous m'avez un petit peu titillé là pour que je revienne là au niveau des questions. Il y a des maladies TH2 qui peuvent se développer sous ces traitements-là. Et voilà, comment est-ce que vous suivez cela, la place d'un anti-L5 dans ce genre de situation? Oui. Donc, il n'y a pas beaucoup de données. Les articles là-dessus se comptent sur les doigts de deux mains à peu près. Et donc, on a le labo avec Florence Rufos où on discute un peu de temps Donc, en si temps. c'est sur les doigts de deux mains, c'est au moins 6 C'est doigts. au moins 6. Oui. Peut-être que dernière semaine, il y a eu quelque chose. Donc là, par exemple, on a un cas d'un patient avec une gastrite eosinophile, donc induite par le traitement par immunothérapie. Et on a démarré du Fasenra, donc un anti-L5 dans ce contexte.
Donc on essaye parce que de nouveau, par le côté très restreint, pincé sur l'axe TH2, on a l'impression que ça serait plus intéressant pour le patient de le faire rentrer là. Donc un medrol haute dose longue durée. Oui, oui. Et avec d'un autre côté, quelque part, l'avantage dans le traitement du cancer, d'avoir quand même une petite réponse éosinophilique qui peut faire du bien dans le traitement du cancer aussi. Donc, c'est un équilibre qui doit être effectivement difficile à trouver et probablement qu'il n'est pas bon si on a une idée, ah, mais pour éviter ça, on va tous les mettre sous anti-IL-5 avant que ça commence, hein, donc les patients allergiques. Je pense que par rapport au contrôle du cancer, c'est probablement pas une bonne idée. Tout à fait, il y a donc des études rétrospectives éosinophile, immune checkpoint et overall survival. Et donc, il y a quand même qu'il y a un bénéfice quand il y a cette réponse Oui, éosinophilique. TH2. OK. Bien, mais donc, la question plus générale, puisque les immunothérapies du cancer sont maintenant généralisées indépendamment dans les hôpitaux du cancer, hein, donc ici, ailleurs, etc. Euh, Compte tenu de la prévalence de ces affections, ça veut dire que euh, tous les internistes qui se retrouvent dans les hôpitaux généraux où on traite le cancer devraient avoir une formation spécifique dans ce domaine? Alors nous, on va pas vous contredire hein, là-dessus, puisque c'est exactement notre Non, cas. non, parce que non, Mais ils pourraient dire non, non, pas du tout. Si vous avez un problème, venez chez nous. non, mais Non, voilà, je donc c'est. pense que le point important, c'est ça, c'est la prévalence de la pathologie. Le point 2, c'est que c'est chaque fois des discussions au niveau du diagnostic différentiel, et je crois que l'interniste a une carte à jouer là-dessus. Avec point 3, c'est les traitements immunosuppresseurs, qui sont un peu la carte, l'outil Oui. de l'interniste, où là, Mhm. c'est ce qu'on apporte au Bitox avec Maxime un petit peu. OK, bien, mais merci beaucoup. C'était à la fois intéressant au moment T, c'est-à-dire maintenant, et au moment T plus un certain nombre de mois ou d'années, parce que tout ça va encore bouger extrêmement fort, et je pense que c'était vraiment une très bonne initiative, pas seulement de venir faire ce grand tour ici, mais également une initiative intéressante au niveau du groupement Erasme Bordet. On trouve là des collaborations intéressantes et peut-être avec les labos qui se trouvent autour sur le campus, voilà, de songer, j'imagine que vous y songez, de développer des modèles in vitro. Je pense que tout ceci se prête vraiment à toute une série de recherches translationnelles. Tout à fait. Mais on vous fait confiance pour ça. Et Merci encore. les thèses en cours. Merci.